messieurs, mademoiselles, bonsoir frères et sœurs. Le live va comporter 7 stations qui vont correspondre aux 7 clés pour conserver la santé le plus longtemps possible. Maintenant, il faut que vous sachiez que chaque médecin, chaque présentateur, chaque conférencier voit les choses d'une manière différente. En fait, moi, je veux vous présenter ma manière. Et c'est sûr que vous auriez un autre conférencier qui vous présenterait des clés pour conserver la santé le plus longtemps possible. Probablement qu'il vous présenterait des choses différentes. Moi, je vais vous présenter ce que je considère dans ma petite expérience comme étant important. Et à chaque station, nous allons faire une escale avec vous. Alors, chaque fois, je vais vous emmener en voyage ou jusqu'à une station. Et quand on va s'arrêter, je vais vous faire participer et je vais vous demander votre avis et on aura la possibilité de poser des questions. Et on va faire ça à chaque fois. Je ne connais pas bien tous les problèmes de l'Afrique, surtout de cette partie de l'Afrique. Néanmoins, je dois vous dire qu'il est important pour vous, comme pour nous, de faire attention. Parce que, à la Guadeloupe, nous étions une colonie française avant, et en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes devenus département français d'outre-mer. Et vous, vous êtes devenus protectorat, et ensuite vous avez pris votre indépendance. Mais ce qui s'est passé chez nous, mais qui se passe chez vous, d'après ce que j'ai compris au Sénégal et aussi en Côte d'Ivoire, c'est que la colonisation n'a pas toujours laissé que de bonnes choses. Et en particulier, à la Guadeloupe, et je pense aussi chez vous, nous sommes un peu trop occidentalisés. C'est-à-dire que nous avons délaissé la manière de vivre que nous avions avant, celle de nos parents, celle de nos grands-pères, de nos grands-mères, celle que nous avions dans les villages, celle que nous avions dans nos bourgs, dans nos communes, pour adopter des coutumes, des modes de vie qui, en fait, nous ont été transmis par les Européens, qui nous ont été transmis par les Américains, et qui nous ont transmis aussi des maladies que nous appelons maladies de civilisation. Parce que nous avons délaissé un certain nombre de choses bonnes que nous avions avant pour adopter des coutumes qui sont plutôt des coutumes occidentales. Et ça nous a emmené certains types de maladies. Et alors, pour avoir regardé avec mon épouse ce matin sur Internet certaines données concernant la Côte d'Ivoire, je crois pouvoir vous dire qu'il y a des signes alarmants en matière de santé dans votre pays parce que vous vous occidentalisez trop vite. Et ou que vous ne devriez pas vous occidentaliser du tout. Conserver le
mode de vie traditionnel, en tout cas l'adapter d'une manière différente. Et nous allons voir ça au travers de ces 7 stations que nous allons faire. Alors, je veux vous dire quelque chose qui date de 5 ans à peu près et qui va conditionner toute la conférence que je vais vous présenter cet après-midi. Ce sont les dernières données scientifiques de la science. C'est pour vous dire que tout commence dans l'intestin, dans le ventre, dans la digestion. Pourquoi? Eh bien, voilà. Quand nous mangeons, nous mastiquons, et il faut mastiquer beaucoup et ne pas avaler trop vite les aliments. Les aliments vont descendre par l'œsophage pour aller dans l'estomac, où va commencer la digestion avec les sucs gastriques, les sucs digestifs gastriques. Et lorsque tout ça est réduit en bouillie, et ça va passer le pylore pour descendre dans l'intestin. Et c'est dans l'intestin que va se faire vraiment l'assimilation, la digestion. C'est là que vont être absorbés les sucres, les graisses, les protéines, les vitamines, les oligo-éléments, les sels minéraux. Et en fait, de la sortie de l'estomac dans tout l'intestin, figurez-vous que nous avons 300 mètres carrés de surface. Parce que nous avons, vous voyez, les intestins font des anses, et dans ces anses, il y a des villosités, et sur les villosités, il y a des microvillosités. Et c'est à travers tout cet épithélium, cette muqueuse intestinale, que va se faire l'absorption. Alors, c'est quoi l'absorption? Eh bien, vous voyez que la digestion dans l'intestin doit ne laisser passer que des petites molécules. C'est-à-dire qu'il faut bien mastiquer et il n'y a que des petites molécules qui vont passer dans l'intestin. Mais voilà ce qui se passe pour la digestion. Voilà la muqueuse intestinale. Et vous voyez là une villosité. Et vous voyez que chaque villosité a des microvillosités. Et c'est la surface que fait tout ça sur tout notre intestin qui fait au total 300 mètres carrés à partir duquel la digestion, l'assimilation va se faire. Et normalement, les cellules intestinales sont accolées les unes aux autres comme elles sont là sur le côté gauche. Vous voyez, c'est marqué jonction serrée. Et donc, cette muqueuse intestinale, en fait, nous protège. C'est une véritable frontière entre le milieu extérieur et l'organisme. Nous avons mangé, par exemple ce midi, la nourriture est encore dans notre estomac, elle est en train de passer dans les intestins, et ces intestins et la muqueuse intestinale va être la protection efficace contre les bactéries, les virus, les toxiques, les allergènes, et il va y avoir 3 lignes de défense. La flore intestinale, ce sont des microbes que nous avons dans l'intestin, la muqueuse intestinale, qu'on appelle l'épithélium intestinal, et puis nous avons dans notre intestin ce que l'on appelle de plus en plus un deuxième cerveau, qui est le système immunitaire intestinal,
parce qu'il y a beaucoup de nerfs, beaucoup d'hormones, de systèmes de plexus nerveux qui s'organisent dans notre intestin et qui réagissent comme notre cerveau. Parce qu'ils vont commander certaines fonctions, réguler certaines fonctions pour faire en sorte que la digestion se passe bien. Et vous voyez que cette muqueuse, elle est renouvelée tous les 3 jours, mais que cette muqueuse est la première à souffrir en cas de mauvaise alimentation. Donc, c'est ça déjà que je veux que vous preniez en compte déjà cet après-midi. C'est-à-dire que quand on va le voir tout à l'heure, quand on fait de la tension, quand on est diabétique, quand on a un certain nombre de maladies, on est hypertendu, on est diabétique, peut-être, mais on l'est parce qu'on a malmené notre estomac et notre intestin. Parce que cette muqueuse intestinale est la première à souffrir en cas de mauvaise alimentation. Et cette mauvaise alimentation va abîmer la flore intestinale, va nous donner parfois constipation, va nous donner parfois diarrhée, va modifier l'épithélium, donner des polypes, donner des tumeurs qui peuvent être bénignes, des tumeurs qui peuvent être malignes, des cancers, et modifier le système immunitaire intestinal. Muqueuse intestinale est normale, voilà, elle est comme cette partie de gauche où les jonctions sont serrées, et vous voyez que puisque les jonctions sont serrées, les toxines, les micro-organismes et un certain nombre de substances que nous allons voir tout à l'heure, c'est-à-dire les pesticides, les engrais, les produits chimiques, les conservateurs, les colorants, nous allons parler de tout ça, eh bien, comme les jonctions sont serrées, ces substances ne vont pas pouvoir passer. Elles vont rester à l'intérieur de l'anus, de l'intestin, et vont partir avec les matières fécales qui vont déféquer, qui vont passer par l'anus. Et les toxines, les micro-organismes, certaines substances restent à l'intérieur de l'intestin. Par contre, à force de mettre dans notre tube digestif des choses qui ne devraient pas être dans notre tube digestif, eh bien, on sait maintenant, depuis une dizaine d'années, un peu moins, que, voilà, trop de sucre, trop de graisse, trop de sel, trop de produits chimiques, trop de viande, trop de poisson, trop de fromage, trop de lait, trop de... Nous allons revenir là-dessus, je ne veux pas vous décourager à l'avance. Vont percer, vous voyez, percer et enflammer la muqueuse intestinale. Et vous voyez ce qui se passe là, c'est que les jonctions entre les cellules ne sont plus serrées. Elles sont devenues lâches. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une passoire. Et vous voyez que maintenant, de nombreuses substances, toxines, micro-organismes, des allergènes et un certain nombre de produits qui auraient dû, des déchets qui auraient dû être à l'intérieur de l'intestin, eh bien, ces substances vont passer quand même dans le sang alors qu'elles n'auraient pas dû passer dans le sang. Et alors, c'est là que commencent tous nos déboires. Et ça, c'est valable partout, en Europe,
en Asie, en Afrique, aux États-Unis, c'est l'être humain, c'est le fonctionnement de l'être humain qui est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que notre Créateur nous a donné un système immunitaire, qui nous permet de sécréter des anticorps, des lymphocytes qui vont sécréter des anticorps. Et vous voyez que lorsque quelque chose qui ne devait pas passer dans notre sang passe dans notre sang, eh bien, tout de suite, le système immunitaire se met en marche et va essayer de combattre, va essayer de défendre et va essayer de contrer toutes ces substances qui n'auraient pas dû passer. Malheureusement, nous introduisons de trop grandes quantités et ce système, si au début, quand on est jeune, il résiste bien, on va dire, mais après plusieurs années, quand on prend de l'âge, quand on devient affaibli par la maladie, eh bien, ça fait que le système n'a plus la même force pour combattre. Et les anticorps ne fonctionnent plus bien. Les lymphocytes ne fonctionnent plus bien. Et alors vont apparaître des malformations, des malabsorptions, des problèmes d'auto-immunité, des intolérances alimentaires, des inflammations systématiques, et parfois même ces substances qui ont passé la barrière intestinale vont passer dans le sang et passer une deuxième barrière qu'ils ne doivent pas passer, qui est la barrière hémato-encéphalique. Et quelquefois, ces substances vont aller s'attaquer directement au cerveau. Et là, on va avoir de plus gros problèmes. Ce qui fait que tout l'exposé cet après-midi va vous montrer, et je vais me fixer sur deux atteintes, les atteintes intestinales, c'est ma déformation de gastro-entérologue, je suis spécialiste de ça, mais aussi les problèmes cérébraux, vasculaires, cérébraux, des problèmes au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est un phénomène que nous devons comprendre et qui va réguler toute notre conférence cet après-midi. Alors, la première station, la première clé pour une bonne santé, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. On va redire, mais on va s'apesantir. Une substance addictive, c'est une substance dont on devient dépendant. C'est une addiction. C'est une drogue. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, on ne se sent pas bien. On devient dépendant de cette substance. Et il faut savoir que ces substances addictives vont abîmer l'intestin, mais ils vont aussi abîmer le cerveau. Donc ça, vous en savez quelques-uns. Voilà. L'alcool, le tabac, les drogues, le café, mais aussi les médicaments. Alors là, vous allez dire, bon, les médicaments aussi, eh bien oui, les médicaments aussi. Alors, on va... L'alcool, tout le monde sait que l'alcool s'attaque directement au cerveau et va endommager les organes. L'alcool va endommager le foie, le pancréas, les intestins, le cerveau et le cerveau. Et
l'exposé, vous allez voir, je dis que ces substances, ces comportements volent des années à notre vie. Donc, ce sont des comportements voleurs d'années, voleurs de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous deviez vivre 80 ans, si vous utilisez et si vous êtes dépendant là de l'alcool, l'alcool va diminuer votre espérance de vie et donc va vous voler des années à votre vie. Et au lieu de vivre 90 ans, ben vous allez en vivre que 70, 75. Parce que ces substances, nous ne nous rendons pas compte et que nous avons des habitudes, nous faisons un certain nombre de choses. Ces choses nous plaisent, ces choses sont bonnes au goût, mais en fait, elles nous enlèvent des années à notre vie et elles nous enlèvent de la qualité de vie. Et c'est le cas de l'alcool, ça vous le saviez déjà, c'est le cas du tabac qui nous vole des années à notre vie et de la qualité de vie. Pour éviter en effet des problèmes cardiaques, il faut cesser de fumer. Mais c'est aussi le cas du café. Boire du café de façon abusive vole des années à notre vie. Le café est une drogue. Et il faut essayer de ne pas devenir dépendant du café. En particulier, il y a des personnes qui sont tellement accros au café que quand ils n'ont pas pris leur café, ils ont mal à la tête, ils ne se sentent pas bien, il faut qu'ils aient bu le café. S'ils n'ont pas bu le café, la journée ne se passe pas bien. Quand on est à ce stade, on est drogué, on est dépendant et le café vole des années à notre vie et diminue notre espérance de vie. Le café, comment ça va se passer? Eh bien, le café augmente le rythme cardiaque, accélère la coagulation du sang, qui va faire davantage de caillots. Et voilà par exemple quelqu'un qui boit 5 cafés par jour. Eh bien, en buvant 5 cafés par jour, un le matin, un à 11 heures, un après le repas de midi, une dans l'après-midi et un le soir, vous voyez que scientifiquement, il a 300% de risque de faire une maladie cardiaque en plus. Donc, il est important, en matière de prévention de substances addictives, de s'éloigner le plus possible du café. Mais il est important aussi de faire attention aux drogues, marijuana, cannabis, ça c'est normal, mais il faut faire attention aussi à certaines prescriptions médicamenteuses. Parce que les médicaments n'ont pas toujours que des bons effets. Ils ont souvent des effets secondaires et des interactions médicamenteuses. Et ces médicaments, alors qu'ils sont donnés pour nous soigner, eh bien, ces médicaments vont créer d'autres maladies et créer des circonstances qui vont encore nous voler des années à notre vie. Et là, c'est une diapositive que je vous mets pour vous sensibiliser à quelque chose. Et dans cette première partie de notre voyage cet après-midi, et après, je vais vous donner la possibilité déjà de poser des questions.
question, je vais vous sensibiliser sur cette affaire de médicaments. Alors, c'est quelque chose que dans les sociétés occidentales, en Europe, en France, aux États-Unis, à la Guadeloupe, chez nous, je ne sais pas où chez vous, on se rend compte maintenant que nous fabriquons des maladies iatrogènes. C'est-à-dire que ce sont les médecins qui ont créé la maladie chez le patient, avec leurs médicaments. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore à ce stade, mais je vous explique comment ça se passe. Voilà des gens, comme je vois souvent, tous les jours, dans mon cabinet, qui prennent des médicaments. Et qui prennent des médicaments pour... Alors, une même personne prend des médicaments pour la tension, prend des médicaments pour le diabète, prend des médicaments pour la constipation, prend des médicaments pour l'arthrose, prend des médicaments parce qu'il a mal au rein, prend des médicaments parce qu'il ne dort pas bien et prend des médicaments pour dormir le soir, prend des médicaments pour beaucoup de choses. Ce qui fait que dans une journée, on peut arriver, merci, on peut arriver à prendre parfois 8, 9, 10. Juste avant les vacances, avant de partir, je rencontrais dans une consultation dans un hôpital, dans une clinique où je travaille, une dame de 80 ans qui avait mal à l'estomac, mais qui prenait 16 comprimés par jour. Elle prend des comprimés, elle a 80, d'accord. Elle prend des médicaments, elle prend 2 médicaments pour la tension, matin et soir. Elle prend 2 médicaments pour le diabète, matin et soir. Elle prend des médicaments pour l'arthrose, elle prend des médicaments pour dormir, elle prend toutes sortes de médicaments, vous voyez, elle en prend 4 encore, puis encore 4, puis encore 4, ça fait 18 médicaments par jour. Peut-être que en Afrique, vous n'avez pas les moyens d'avoir 18 médicaments par jour. Tandis qu'en France, en Guadeloupe, nous avons la même sécurité sociale que la France. Et tout est gratuit. Tout le monde a une carte vitale, c'est la CMU, couverture maladie universelle, les médicaments coulent à flot et le patient ne paye pas ou paye peu. Et chez nous, les gens prennent des médicaments en veux-tu, en voilà, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de s'empoisonner. Et que nous, les médecins, nous les aidons à s'empoisonner. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel Mme White a attiré notre attention. Et nous a dit qu'il fallait faire attention aux médicaments. Et ce sur quoi je veux vous sensibiliser, mesdames, messieurs, amis, c'est que quand nous prenons des médicaments, cela ne nous dispense pas de faire ce qu'il faut faire. Je m'explique. Voilà une personne qui est diabétique. Eh bien, elle est persuadée qu'elle est diabétique et elle prend ce médicament pour le diabète matin, midi, soir. Et parce qu'elle prend ces médicaments, elle considère qu'elle peut manger normalement. Et c'est souvent que les gens vont me dire mais docteur, je préfère les médicaments, je n'ai pas le courage, ou je ne veux pas, je n'ai pas le courage de faire le régime. Mais je prends le médicament va me soigner. Eh bien, en la matière, mesdames et messieurs, le médicament ne vous soigne pas. J'espère que je ne choque personne,
Mais ce que je veux vous dire, c'est que le médicament, quand vous le prenez pour le diabète, par exemple, vous prenez le médicament pour le diabète, quand on vous fait la prise de sang, le taux de sucre est normal. Mais la maladie est toujours là et elle va continuer à faire des dégâts. De même pour le cholestérol. Il y a des patients qui me disent, docteur, je veux le médicament pour le cholestérol. Mais le médicament pour le cholestérol, je dis, attendez, il faut faire un régime, il faut faire du sport. Ah non, docteur, ça ne fait pas trop, c'est trop difficile. Bon, donnez-moi le médicament plutôt. Et il me dit, mais le médicament, ça ne change rien. Ah non, mais ça va faire baisser le taux. Le fait que le taux est baissé nous rassure faussement. Parce que vous allez voir que malgré le comprimé pour le cholestérol, les vaisseaux continuent à s'encrasser et vont se boucher. Parce que ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Nous comptons uniquement sur le médicament. Et en fait, les médicaments ne devraient être qu'une béquille. Alors là encore, d'accord, j'ai un ami là qui m'a mis en voix et je vais vous expliquer cette histoire de béquille. Supposez que je tombe là et que je me casse une jambe. Je vais me casser une jambe et vous allez m'emmener avec ça. Et ma jambe est cassée et je vais certainement voir un médecin, un chirurgien qui va, si c'est pas trop méchant, va remettre en place, sous anesthésie quand même. Il va me mettre dans un plat et peut-être même que je vais devoir subir une opération pour remettre ça en place et après l'opération, ma jambe sera dans le plat. Et pendant que je suis dans le plat, je ne peux rien faire parce qu'il faut que j'attende la consolidation. Mais après une certaine période, qu'est-ce qui doit venir? Il doit venir la période de rééducation où, avec des béquilles, je vais commencer à réapprendre à manger. Mais est-ce que je vais rester avec les béquilles tout le temps? Non. Non. Bien, mesdames et messieurs, lorsque vous prenez le médicament et que vous restez avec ce médicament-là tout le temps, c'est comme si vous avez choisi de rester avec les béquilles toute votre vie. Et donc, quand on est avec les béquilles, on est comme ça. Donc, l'individu qui est inattendu, qui prend des médicaments, mais qui ne s'occupe pas du tout de la nourriture, qui mange comme il veut, l'individu qui est diabétique, qui prend des médicaments, mais qui ne fait pas son régime, qui ne veut pas faire ce qu'il y a à faire, eh bien, c'est comme si il est tout le temps avec des béquilles et qu'il refuse de quitter les béquilles et le plat. Est-ce que l'on peut vivre toute une vie comme ça? Ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour nous. Pour ceux qui croient, bon, il y a un aspect scientifique à ma présentation, mais il y a un aspect spirituel également dans ma présentation. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps ne doit pas être en permanence sous l'effet des médicaments. Parce que ces médicaments-là, eh bien, ils vont agir avec le temps, ils vont agir sur notre cerveau. Ces médicaments vont agir sur le lobe frontal et vont influer sur notre conscience, sur notre moralité, sur notre spiritualité, sur notre volonté, et ces médicaments, à la longue,
entraînent un mauvais fonctionnement du cerveau et vont empêcher au Saint-Esprit de pouvoir bien travailler avec nous. Parce qu'il bloque les fonctionnements des neurones dans le cerveau. Donc, ces médicaments ont des effets secondaires, ils réagissent, ils interréagissent. Au début, il y a quelques années ou quelques siècles, les médicaments c'était des plantes. Et on se soignait avec les plantes. Vos grands-pères, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère se soignaient avec des plantes à la voiture. On ne connaissait que ça. Mais maintenant, nous les médecins, nous sommes devenus des prescripteurs de produits chimiques. Et c'est de la chimie. Maintenant, on soigne très peu avec des plantes. Ce sont des médecins ou des gens spécialisés qui connaissent les plantes. Mais quand on a passé 10 ans, 12 ans, 15 ans à la faculté de médecine, on n'a pas appris à soigner avec les plantes. On a appris à manier des produits chimiques. Et nous sommes habilités à délivrer des produits chimiques par le gouvernement. Maintenant, il faut faire attention, ces produits chimiques sont bons, juste dans une certaine mesure, mais ces produits chimiques, à la longue et en trop grande quantité, ne sont pas bons. Et c'est là où je veux attirer votre attention sur ces produits chimiques qui vont altérer notre cerveau. Et en altérant notre cerveau, il altère notre esprit. Mais ces produits chimiques vont altérer les intestins et vous voyez que ces produits chimiques vont passer par les jonctions non serrées et vont se retrouver directement dans le sang et occasionner un certain nombre de problèmes, puisque ce sang va monter au cerveau et ces produits chimiques vont abîmer le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une maladie pour laquelle on est soigné, nous avons le diagnostic qui est fait par le médecin, il y a le plâtre et la béquille que le médecin donne au départ, c'est normal, mais nous avons, vous avez, et je suis malade moi aussi, comme vous, nous avons la responsabilité de ne pas nous contenter uniquement du médicament que le médecin a donné. Nous devons changer d'habitude. Nous devons changer notre vie. Nous devons prendre des dispositions sur la nourriture, sur l'exercice. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous avons des dispositions à prendre. Et maintenant, et c'est une nouvelle intéressante que je vous apporte, il y a des gens qui étaient diabétiques et maintenant le diabète peut devenir réversible. Il y a des gens qui sont hyper tendus et on peut revenir en arrière. Mais pour revenir en arrière, il faut faire ce qu'il faut. Et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, la première station, c'est s'éloigner des substances addictives, de tout ce qui est dépendance. Alcool, tabac, café, drogue, médicaments. Voilà, nous sommes arrivés à la première station. Sur cette première clé pour être en bonne santé, est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'y répondre. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Comment ça va? Soyez la bienvenue parmi nous. Merci. Des questions. Oui. Quelle est la différence entre le café et le cappuccino? Parce qu'il y a des gens qui boivent le cappuccino disant qu'il n'est pas du café. Deuxième question. Est-ce qu'il existe
quelque chose de bon dans les cafés décaféinés? Oui, alors je réponds. Cappuccino, c'est du café mélangé avec du chocolat et de la crème, du lait, du sucre. La quantité de café n'est pas aussi importante, mais dans le cappuccino, il y a du café. Et c'est une quantité moindre de café, mais c'est du café. Et personnellement, pour quelqu'un qui est intoxiqué par le café, le cappuccino peut être une première étape pour sortir du café, mais on ne doit pas s'arrêter. Parce qu'il faudra arrêter et café et cappuccino. Maintenant, exceptionnellement, un cappuccino ne fait pas de mal. Je vous explique. Je m'endors au volant, surtout la nuit, mais même la journée, ça peut arriver. Quand je ne fais rien, j'ai tendance à... D'ailleurs, je me fais attraper par ma femme tout le temps. On est parfois invité, on est chez des gens, on est assis dans le salon et les gens parlent bien au moment après d'un mot. Et ma femme me dit, tu me fais honte. Et c'est pas grave si je lui fais honte là. Par contre, ça peut être grave sur l'autoroute en France. Parce que je me souviens d'avoir, comment j'étais seul dans la voiture, je me souviens d'avoir commencé à doubler un camion semi-remorque, mais je ne me souviens pas comment j'ai terminé de le doubler. Et je me suis réveillé et la voiture roulait à 130 à l'heure. Et ça, quand je conduis le soir, la nuit en France, la journée, j'ai ma femme à côté de moi. Des excès alimentaires, des excès de graisse, des excès de sucre, des excès de sel. Pourquoi? Parce que tous ces excès vont avoir le même problème au niveau de nos intestins et aussi agir au niveau de notre cerveau. Alors, et là nous commençons déjà la rééducation. Nous mangeons trop. Et regardez en 1980, une assiette plate dans un service qui était vendu dans le commerce avait 18 cm de diamètre. En 2006, l'assiette plate a 27 cm de diamètre. Et en 2019, on met 3 assiettes sur la table. Il y a la petite, il y a la moyenne et il y a la grande. Voilà. Pourquoi? Ça nous pousse à manger beaucoup et à manger trop. Il ne devrait y avoir qu'une seule assiette. Et tout doit tenir dans la même assiette. On peut le manger à part, on fait comme on veut, ou si on mange dans 3 assiettes, pourquoi pas, mais il faut prendre très peu, très peu, très peu. Et en fait, nous mangeons trop, et cette quantité de nourriture que nous prenons va nous faire grossir et la graisse va se stocker. Et en fait, de trop manger, trop de calories, eh bien, ça va nous voler des années à notre vie et à notre qualité de vie. Autre élément de la rééducation, nous mangeons trop gras. Il faut diminuer sur cette quantité de graisse que nous prenons. Nous cuisons dans l'huile, nous cuisons dans le beurre, nous faisons... Et puis, maintenant, quand je parlais de la tradition,
c'était de la tradition, surtout sur le plan de la nourriture. Parce que maintenant, voilà ce qu'il y a à la côte. Voilà ce que nos enfants veulent manger. Et ils ne mangent pas beaucoup les ignames, les tarots, le manioc, mais dans nos sociétés, et c'est là où je dis qu'on s'occidentalise, eh bien, ce sont les Américains et les Européens qui nous emmènent cette catégorie de nourriture qui nous rend malades. Ça veut dire que dans la rééducation, quand on me demandait, mais on nous a dit qu'on était traité à vie. Oui, dans un certain système, on était traité à vie. Mais si je choisis de manger moins, si je choisis de ne plus manger ça, mais de revenir à la tradition, à la manière de manger saine, eh bien, vous allez voir que de 3 comprimés de diabète, je passe à 2 comprimés de diabète, que de 2 comprimés de diabète, je passe à 1 comprimé de diabète, je perds du poids et je me sens mieux et j'ai plus besoin de tous ces médicaments que la pharmacie me donne. Donc, la rééducation, c'est manger moins gras, parce que la graisse va s'accumuler dans les vaisseaux et nous voler des années à notre vie. Mais regardez tout ce que cette graisse fait. La graisse nous fait prendre du poids et on est obèse. La graisse est responsable des maladies cardiovasculaires. La graisse est responsable de l'hypertension. La graisse est responsable des AVC. La graisse est responsable de l'athérosclérose, c'est-à-dire des vaisseaux qui s'encrassent et se bouchent. La graisse est responsable de la résistance à l'insuline. La graisse est responsable des infections. La graisse est maintenant responsable des cancers. Cancer du côlon, cancer de la prostate. La graisse est responsable des inflammations. Mais regardez, mais la graisse, mais elle est responsable de plein de choses. Et si on veut rentrer dans ce système de rééducation pour faire diminuer et ne pas se retrouver à être traité à vie avec les médicaments, il faut changer. Et le but de la conférence ce soir, c'est de dire que si nous ne changeons pas, eh bien nous allons. Et nous allons bien là où nous allons. Alors, nous mangeons trop de sel. Et il faut réduire la quantité de sel que nous mettons dans nos aliments. Je vais passer plus vite. Nous mangeons trop de sucre. Alors là, je vais demander à Patricia de venir vous faire une petite démonstration. Nous mangeons trop de sucre, nous buvons trop sucré, nous mettons du sucre partout et nous ne nous rendons pas compte du tort que cela nous fait. Alors, Patricia va vous faire une petite démonstration très intéressante. Bonsoir à tous. Alors, vous connaissez tous ces boissons? Vous ne les aimez pas, hein? Bon, alors, j'ai besoin... Alors, les boissons, vous les voyez là. Je ne veux pas les nommer parce que je dois faire de pub. Voilà. Et voilà. J'en ai vu en Côte d'Ivoire plein. Alors, j'ai besoin de 4 enfants. Alors, des enfants, attention, des enfants qui s'appliquent des multiplications. Allez, très bien. Bon, alors, je vais vous donner à chacun une boisson, interdit d'ouvrir, et vous allez chercher sur la boisson la quantité de sucre qu'il y a sur la boisson, dans la boisson. Alors vous cherchez, là où c'est marqué sucre. Alors,
mets-toi en face. On va voir. Alors, vas-y. Tu dis cette boisson-là. Cette boisson-là, c'est du Fanta. La quantité de sucre est de 29 grammes. Très bien, merci beaucoup. 29 grammes, d'accord? Bon, alors, attends, alors, est-ce que tu as vu la quantité de sucre? T'as pas vu? La sucrerie est du coca. Elle est de 35 grammes. Alors, 35 grammes de sucre, d'accord? Alors là, on avait dit 29, là 35. Alors maintenant, cette boisson-là, tu nous dis combien tu te retournes. Et tu dis? Ta sucrerie s'appelle Sprite. Il a 27, 29, 29. Il a quoi? Cette boisson, c'est l'original. Elle a 33 grammes. 3 grammes de sucre. Merci. Alors, attends, c'est pas fini. Mais je sens que je vais avoir du mal avec vous pour les multiplications. Donc, on va s'adresser au public. Et on va voir qui c'est. Et on va voir qui c'est qui pourra nous donner les quantités. Alors, ce que je voudrais vous montrer cet après-midi, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour les boissons énergisantes et pour tout autre type de sucres qui sont cachés. Parce que ces sucres-là, ils sont cachés. Vous ne les voyez pas. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez voir que une cuillerée à café comme ça, c'est l'équivalent de 4 grammes de sucre. 4 grammes de sucre. Alors, est-ce que vous allez pouvoir faire une multiplication? On va commencer par le Fanta. Le Fanta, c'est 29 grammes. Combien de cuillères à café de sucre il y a dans le Fanta? 7. Alors, non, pas 7. Oui, 7, oui. Oui. Entre 7 et 8, on est d'accord. Hein? 7 fois 4, 28. D'accord. Alors, c'est toi qui avais ça. Alors, tu vas mettre 7 cuillerées à café de sucre, là-dedans. Alors, on y va et on compte. Vous comptez avec elle, hein? Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, merci. Regardez, après avoir bu une canette de cette boisson-là, vous avez déjà mis dans votre estomac, dans votre corps, cette quantité de sucre. D'accord? Bon, alors maintenant, vous rentrez, vous allez par exemple, je ne sais pas, vous êtes invité le même jour, hein, et puis on vous donne cette boisson-là. Et là, il y a 35 grammes de sucre. Alors, combien de cuillerées à café de sucre nous allons rajouter? Voilà, j'ai entendu 9 fois 4, 36, donc un petit peu moins de 9, on va dire 9. Alors, c'est toi qui mets le 4. Allez, on y va. Tu m'en mets 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Regardez, mesdames et messieurs. Bon. Mais l'après-midi, quand on rentre de l'école, maman, elle a acheté cette boisson-là, il y en a plein dans le réfrigérateur. Et pour se reposer un petit peu des travaux de l'école, on va boire cette boisson-là. Alors, qui c'est qui met cette boisson-là? C'est toi? Alors, oh, attention, je crois que c'est la plus sucrée d'ailleurs. Si je me souviens bien. Où est-ce que c'est le sucre? À 33, oui. Alors, 33,7, donc c'est presque 34. Alors, combien de cuillerées de sucre pour 33 grammes, 34 grammes? 8. On y va. Et maman pas plus que 8. Allez, vas-y, tu mets 8 cuillères.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Regardez. Après 3 canettes. Et on termine par cette boisson-là. D'accord? On avait dit 29 grammes. Alors 29 grammes, ça fait combien de cuillères? 7 fois 4, 28, oui. Allez, on y va. 7. Alors, si on rajoute 7 cuillères, attends, on va le rapprocher pour qu'on ne fasse pas trop de saleté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Merci. Regardez. Voyez les enfants? Voyez les parents? Voilà, quand on achète ce type de boisson, nous sommes en train, parents, de fabriquer de futurs diabétiques, hypertendus, maladies cardiovasculaires, etc., obésité, dès la plus tendre enfance. Donc les enfants, qu'est-ce que vous tirez de cette leçon-là? Bon ou pas bon? Pas bon. Pas bon. Pas bon. Vous avez entendu les parents? Voilà cette expérience qui me paraît très importante quand il s'agit de parler de sucre caché. Merci les enfants. Donc, dans le cadre de la rééducation, il faut manger moins gras, et il faut supprimer ça. Quand on va supprimer ça, et qu'on va faire encore d'autres choses que nous allons voir, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de prendre tout ça, le médicament. Donc nous mangeons trop sucré. Et en fait, ça c'est dans les boissons. Et regardez, tout ce que nous mangeons qui est sucré. Les confitures, les gelées, les beignets, les glaces, les tartes, les bonbons, les gâteaux, les fruits au sirop, les boissons caséifiées, le lait chocolaté, enfin vous voyez, le sucre caché qu'il y a dans toutes les préparations industrielles. Et en plus, voilà des aliments dont nous raffolons de plus en plus quand on n'a pas le temps de faire à manger. Eh bien, on croit que l'on mange quelque chose. En fait, on mange des aliments ultra transformés qui sont un concentré de graisse et de sucre. Et pour 100 grammes, il y a 85 grammes de sucre et de graisse. Voilà. Dans les chips, les Pringles et toutes ces choses-là qu'il faut enlever de l'alimentation. Mais, et là, on va toucher un point délicat, c'est que la viande favorise le diabète. Pas simplement que les boissons sucrées, parce que la graisse va bloquer les récepteurs d'insuline. Ce qui fait que le diabète, ce que vous ne saviez peut-être pas, n'est pas simplement une maladie du sucre, c'est aussi une maladie de la graisse. Et donc, pour les gens qui vont manger beaucoup de viande rouge, ben vous voyez que cette viande rouge va augmenter les risques de cancer, mais augmente le risque des maladies cardiovasculaires, les risques d'hypertension et les risques de diabète. 5 à 6 fois tous les jours, vous voyez que le risque augmente, et quand on en mange tous les jours, 2 fois par jour, eh bien, on est à peu près sûr, au bout d'une vie, d'avoir des problèmes d'hypertension, de diabète, d'obésité, de cancer et de certains nombres d'autres maladies. À cause de cette viande rouge. Et si bien aux États-Unis et en
France, maintenant, il est dit officiellement que la viande rouge favorise le cancer. Et on demande maintenant de diminuer sur la viande rouge. Et vous allez comprendre pourquoi, dans la rééducation, il va falloir devenir, dans un premier temps, ovo-lacto-pesco-végétarien, puis ensuite végétarien, et ensuite végétarien. Et là, on touche une corde sensible dans tous les pays où nous passons. Que ce soit en Guadeloupe, en France, à Dakar ou à Abidjan, c'est pareil. Mais il faut savoir que la viande à laquelle nous sommes attachés est vecteur de maladie. Après, vous êtes au courant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas un directeur de conscience et je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais en tant que médecin, je dois apporter la connaissance, les informations, les dernières informations scientifiques. Et le problème, c'est que avant, par exemple, chez nous en Guadeloupe, il y a 40-50 ans, on mangeait de la viande qu'une fois par semaine, le dimanche. Et il n'y avait pas ce genre de problème. Mais maintenant qu'on mange de la viande tous les jours, eh bien la Guadeloupe, c'est comme la France. Et même plus. La Guadeloupe, nous sommes champions du monde des cancers de la prostate. Dans tout le monde entier, la Guadeloupe et la Martinique, nous sommes champions du monde. C'est là où nous avons les cancers de la prostate le plus dans le monde entier. Nous sommes, il semblerait que ça soit dû à un pesticide qu'on appelle le chlordécone, qu'on a interdit en France, mais qu'on a autorisé dans certaines colonies, dans certains départements d'outre-mer. Et ça a fait que chez nous, nous avons eu un certain nombre de problèmes. Mais, voilà, la viande pose problème. Alors, vous voyez, nous augmentons de façon considérable notre consommation de sucre, nous diminuons notre consommation de racines, de légumineuses, de céréales, nous diminuons notre consommation de fruits et de légumes, mais nous augmentons notre consommation de viande, de poisson. Alors, mesdames et messieurs, cet après-midi, je suis chargé, de par l'information scientifique, de vous dire que nous sommes en danger. Si nous n'inversons pas, si nous ne changeons pas nos habitudes, et je vais vous montrer des statistiques que nous avons prises, que nous avons eues pour la Côte d'Ivoire, eh bien, vous y allez aussi comme les Français, comme les Guadeloupéens et comme les Américains. Et on peut encore inverser cette tendance. Parce que toutes ces choses volent des années à notre vie et volent notre qualité de vie. Nous ne nous rendons pas compte. Mais en utilisant, par exemple, en buvant ces boissons, ces sodas, eh bien, chaque fois que vous avez pris une canette de soda, vous avez diminué votre vie d'1 heure. Et vous additionnez tout ça pendant toute une vie. Ce qui fait qu'au lieu de vivre jusqu'à 90 ans, vous allez vivre jusqu'à 72, jusqu'à 74 ans. Alors, probablement qu'on ne vous a jamais tenu ce type de langage, mais dans nos sociétés, aux États-Unis, en France, en Guadeloupe, eh bien, c'est cette manière que on fait de la prévention. Et c'est là que nous nous rendons compte que la réforme de santé, la réforme sanitaire, le message de santé que Mme White nous a donné est très important. Nous ne nous en occupons pas. Mais en fait, c'est pour prévenir ces problèmes-là. Alors, troisième clé, on va aller assez vite.
la meilleure prescription médicale, c'est l'exercice physique régulier, quotidien. Faire de l'exercice tous les jours. Ça, nous ne faisons pas. Nous savons manger 3 fois par jour, mais nous ne savons pas faire de sport. On n'a pas le temps. On est trop occupé. Et mon père disait, les cimetières sont remplis de gens qui n'avaient pas le temps. Mais par rapport à toutes ces calories, toute cette quantité de nourriture et de mauvaise nourriture que nous prenons, il faut la brûler. Il faut dépenser les calories. Pour cela, il faut faire de l'exercice. Ce qui fait que la clé d'une bonne santé pour vivre le plus longtemps possible, c'est de faire attention aux substances addictives, attention aux excès et changer notre alimentation, mais faire du sport tous les jours. Tous les jours. Vous voyez les conséquences de la sédentarité, absence d'activité physique, dépôt de graisse abdominale, infiltration de la macrophagique de la graisse viscérale, inflammation chronique, insulinorésistance, dégénérescence des neurones et augmentation des cancers. Vous voyez, c'est une publication qui date de 2014. Et le fait de ne pas faire du sport vole des années à notre vie et vole de la qualité de vie. Quand on fait du sport régulièrement, on vit plus longtemps. Il faudrait faire tous les jours. Et on peut faire de la marche, monter des escaliers, jardiner, faire les travaux ménagers, jouer, ne pas faire tout en voiture, savoir marcher à pied. Et le fait de faire du sport va faire baisser la tension, va faire baisser le cholestérol, va faire baisser le risque cardiovasculaire, va faire baisser le poids, va faire baisser l'ostéoporose et va faire diminuer le diabète. Donc vous voyez qu'il est possible de revenir en arrière, moyennant que l'on fasse les changements qu'il faut faire. Ce sport est très important. Vous voyez que cette personne ne fait pas de sport, il mange bien, il est gros et gras, en plus il boit et fume. Et vous voyez que son taux de mortalité est important par rapport à des gens qui font du sport, si bien que cette activité physique régulière est essentielle dans la prévention des maladies, y compris du diabète et de l'hypertension, mais surtout, l'exercice physique va nous prévenir du handicap. Et l'exercice physique nous aide à préparer notre vieillesse. Parce que si vous voulez rester indépendant et avoir le moins de limitations quand vous vieillirez, il est vital de construire et de conserver une bonne force musculaire. Maintenant, il faut apprendre à faire des exercices de renforcement 2 à 3 fois par semaine. Il faut augmenter l'effort au fur et à mesure. Il ne faut pas forcer, mais il faut faire de l'exercice physique régulièrement. Et cet exercice va nous protéger au niveau de la santé. La 4e clé, c'est la gestion du stress et des émotions négatives. Ces émotions, ce stress, c'est le stress de la vie, le stress des difficultés, le stress de l'excès du travail, mais qui fait que nous ne dormons pas bien, que nous manquons de sommeil. Eh bien, vous voyez que ce stress et ces émotions négatives vont agir sur l'intestin, mais ils vont agir sur le cerveau. Et vont voler des années à notre vie. Et quand on est stressé, eh bien, le stress va agir sur nos organes de manière chronique. Les organes vont être affaiblis, de plus en plus susceptibles de maladies, et ces organes sont affectés, dépendent de l'hérédité, de la constitution, de l'environnement, mais du style de vie. Si je suis stressé, mais que je bois, que je fume, que je mange
de la viande matin et soir, que je ne fais pas de sport, eh bien, je suis à peu près sûr qu'à un moment, je vais me retrouver à l'hôpital. De plus, les personnes qui sont stressées et qui entretiennent des émotions négatives. Qu'est-ce qu'on appelle des émotions négatives? Les émotions négatives, il y en a 6 ou 7. C'est la peur, la rancune, la colère, le manque de pardon. Vous voyez, tous ces sentiments ou de frustration. Et si on garde ça dans son cœur, ça agit, ça va faire que nous allons être de plus en plus agressifs, d'avoir un caractère emporté, une perte de contrôle et augmenter nos comportements à risque. Quand on est colérique, on risque de frapper et on peut blesser, on peut tuer. Et ça nous fait, quand on est stressé et qu'on a des émotions négatives, ça nous fait prendre davantage de médicaments, davantage de café, davantage de drogue. Et vous voyez que c'est un cercle vicieux qui fait que nous allons perdre notre santé et nous n'allons pas vivre plus longtemps parce que les gens agressifs, emportés, qui s'énervent et qui prennent beaucoup de médicaments ne vivent pas longtemps. L'exercice physique diminue le stress. L'activité physique va aider à soulager le stress en brûlant les émotions, en relaxant les muscles, en améliorant le sommeil, en produisant des endorphines, en nous détournant de nos problèmes, en améliorant notre humeur et ainsi améliore notre résistance au stress et nous donne de l'énergie. Et il faut savoir se reposer suffisamment. Repos journalier, il faut dormir suffisamment. Repos hebdomadaire, pour nous, c'est le sabbat, et pour les autres, c'est autre chose. Et le repos annuel, il faut savoir prendre des congés, et tout ça contribue à la santé. Mais le plus gros des problèmes, c'est toutes ces maladies qui vont diminuer les potentialités de notre organisme et du cerveau, et qui vont nous voler des années à notre vie, et qui vont toucher notre esprit. Alors, c'est tout d'abord l'hypertension artérielle. Vous voyez, c'est une statistique des États-Unis, mais l'hypertension est un problème mondial, et c'est un problème qui gagne la Côte d'Ivoire également. En gros, il faut savoir que 30% des gens ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Que 27% sont sous traitement, mais ils ne contrôlent rien. Ils prennent les médicaments et c'est tout. Qu'il y a 25-26% qui sont sous traitement, mais qui contrôlent, c'est-à-dire qui ont un appareil attention et qui vérifient, et qu'il y a 15% qui ne sont pas traités. Ils savent qu'ils sont hypertendus, mais ils ne prennent pas de médicaments, parce qu'ils ne veulent pas prendre de médicaments. Alors, il est sûr et certain que ceux-là vont avoir des problèmes. Alors, il y a aussi des problèmes au niveau du foie. À force de boire trop sucré, de manger trop gras, de manger trop salé, de manger trop sucré, gras, salé, eh bien, le foie devient lui-même trop gras et il va y avoir une stéatose hépatique. Le foie est gras. Et voilà ce qui se passe à force de manger gras et de manger toute cette quantité de viande que l'on mange. Voilà ce que vous devez savoir. Après, vous faites comme vous voulez. C'est la progression de la maladie coronarienne et cérébrovasculaire. Vous voyez, à l'âge de 10 ans, les vaisseaux ne s'encrassent pas. Mais dès l'âge de 20 ans, il commence à y avoir des dépôts de cholestérol sur les artères. Ces dépôts continuent à 30 ans, à 40 ans.
à 50 ans, même jusqu'à 60 ans. Le problème, c'est que pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de symptômes. Et nous sommes persuadés que nous sommes bien, que nous sommes en bonne santé. Mais, parce qu'il n'y a pas de symptômes, on croit qu'on est en bonne santé, mais les vaisseaux s'encrassent. Et pendant ce temps, le fait de n'avoir pas fait attention, eh bien, ça a volé des années à notre vie. Le problème, c'est qu'un peu plus tard, en vieillissant, eh bien, vous voyez, c'est à partir de 60 ans, et lorsque le vaisseau s'est bouché aux 2/3, presque aux 3/4, qu'à ce moment-là, il va y avoir des symptômes. Des symptômes d'angine de poitrine, des symptômes d'infarctus, des symptômes d'insuffisance coronarienne. Malheureusement, quand on arrive à ce stade-là, c'est trop tard. Et en fait, il est possible de revenir en arrière. C'est-à-dire que quand on est à ce stade-là et qu'on a choisi de changer son alimentation, eh bien, de faire de l'exercice physique, de supprimer le café, de faire attention au stress, de diminuer sur le sel, de manger moins de viande, eh bien, il est possible que de ce stade, on retourne à ce stade. Si ça a mis 40 ans, de 20 à 60, ça a mis 40 ans pour s'encrasser, malheureusement, ça va prendre 7 ans pour se déboucher. Mais ça va se déboucher. Mais il faut faire les sacrifices qu'il faut faire. Je vous invite par les compassions de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais il faut que ça devienne pratique dans nos vies. Voilà ce qui se passe. Vous voyez? Une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche, une cinquième couche. Et voilà comment sont les artères d'un cœur de quelqu'un qui a 50, 60 ans. Une forte consommation de graisse animale bouche les artères et va provoquer des crises cardiaques ou des congestions cérébrales. Au point d'arriver à ça, vous voyez, cette artère, elle est obstruée, elle est bouchée à 99% par l'accumulation de cholestérol et de plaques. Ça, c'est une athérosclérose sévère. Là, il n'y a pas de médicament pour ça. Les maladies non transmissibles, comme diabète, tension, cancer, goutte, arthrose, rhumatisme, ce sont des maladies non transmissibles. Ces maladies non transmissibles, là, nous avons quelque chose que nous pouvons faire. Et il faut le faire. Les boissons énergisantes sont des poisons. C'est du poison. C'est rempli de caféine, c'est rempli de substances addictives pour faire en sorte que nous ayons envie toujours de les prendre. Et c'est exact aussi pour le Coca-Cola. Le Coca-Cola est une boisson addictive. Il y a non seulement du café, du cola, mais il y a une substance dans le Coca-Cola qui fait que les gens sont addicts au Coca. Et toutes ces boissons-là, et les boissons énergisantes, les dernières qui sont sorties, je ne veux pas nommer de marque, mais il y en a beaucoup. Ces boissons-là, je ne les recommande pas du tout. Et malheureusement, notre jeunesse utilise beaucoup ces boissons. Parce que, je vais vous dire l'origine de ces boissons. C'est qu'on s'est rendu compte que ces boissons énergisantes dopaient la libido et le plaisir sexuel. Et fait que les jeunes
utilisent beaucoup ces boissons-là parce qu'ils sont soi-disant en état de manque permanent. Donc, ils sont tout le temps, et en particulier dans les lycées, les collèges, on voit beaucoup de jeunes utiliser. Et on voit de plus en plus d'adultes, mais c'est plus les jeunes qui les utilisent. Il ne faut pas utiliser ces boissons parce qu'elles vont abîmer la muqueuse intestinale et elles vont abîmer le cerveau.